Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ma copine est en train de sauter en parachute. Je me sens un petit peu mal de ne pas y avoir été, mais je devais absolument prendre du temps pour faire cette vidéo et la vidéo suivante. Je vais commencer par vous donner des updates sur l'oxyhydrogène, sur le projet. L'installation sur le véhicule diesel a été faite. Donc ça, c'est fait, coché. Maintenant, ça va prendre un petit peu de temps pour dire s'il y a une économie d'essence ou non. Par contre, je suis pas mal sûr que ça va fonctionner aussi. J'ai maintenant une génératrice dont je vais pouvoir faire des tests. Et le prototype est aussi terminé, le nouveau prototype. Donc, je vais faire des tests avec le prototype et aussi la génératrice. J'ai reçu aussi un petit appareil en cadeau que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Mais la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo, ça fait longtemps que je veux faire. Je l'avais déjà fait, je l'ai effacé. C'est que c'est difficile de trouver les mots exacts pour exprimer tout ce que je veux exprimer. Alors, j'ai décidé de le faire en deux vidéos. En fait, l'oxyhydrogène, qu'est-ce que je vous ai présenté? C'était seulement et uniquement une introduction à un monde dans un système pratiquement incorruptible. Dans le fond, c'est une vision d'un monde meilleur, un monde où l'humain pourrait enfin vivre librement et, je dirais, vivre pleinement à 100% de sa capacité à laquelle il peut vivre. Donc, que tout le monde puisse être heureux et rayonner. En tout cas, la majorité de la population, parce que présentement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ma vision à moi. J'ai pas pris ça nulle part. Par contre, avec le temps, j'ai remarqué que plusieurs personnes ont aussi les mêmes idées. Donc, une bonne idée, c'est une bonne idée. Peu importe qui a cette idée, c'est une bonne idée. Mais avant de vous parler de ma vision du monde parfait ou d'un système pratiquement incorruptible, j'aimerais vous parler un petit peu de mes expériences de vie personnelles. Donc, ce premier vidéo va durer probablement autour de 1 heure. Et c'est mes expériences de vie personnelles ça a été quoi le chemin de vie que j'ai eu pour arriver à la vision du monde parfait ou à la vision du monde incorruptible que je vais vous présenter dans une deuxième vidéo. Alors, je commence. Si vous voulez embarquer avec moi dans ce voyage, bien embarquez avec moi. Sinon, si les voyages ne vous intéressent pas, ou la spiritualité, parce que ça va être quand même une vidéo assez spirituelle, je pense, ben vous pouvez changer de vidéo. Alors, j'ai déménagé, en fait, ma mère a déménagé dans les Laurentides quand j'avais 8 ans. Alors, j'ai passé de 8 ans jusqu'à 19 ans dans les Laurentides à Val-David. Ma mère travaillait pour une dame extrêmement riche. En anglais, le mot, c'est caretaker. Donc, ma mère était en charge de la propriété de la dame en question. Elle était en charge des rénovations, des réparations, des invités, elle faisait la nourriture. Donc, elle faisait absolument tout sur le domaine. Puis, moi, de 8 ans à 12 ans, je dirais, mon trip, qu'est-ce que j'aimais, c'était de me promener dans la forêt. Et je partais dans la forêt seul. Ma mère a dit aujourd'hui, je me ferais arrêter parce que ma mère se ferait arrêter aujourd'hui parce que elle me laissait seule à 8 ans dans la forêt. Et je marchais de 8-9 heures le matin jusqu'à 4-5 heures le soir. Je revenais souper à la maison. Et je peux dire que j'ai adoré, j'ai eu un amour pour la nature et pour tout ce qui vit dans la nature à ce moment-là. J'ai découvert tout ça à ce moment-là. Ensuite, vers l'âge de 18-19 ans, ma mère m'a fait découvrir la plongée sous-marine. Puis j'ai commencé et j'ai embarqué là-dedans parce que c'était vraiment une passion.
Alors, j'ai fait mon cours de plonge de open water, le cours de base. Puis la semaine d'après, mais là, je commençais à travailler dans un centre de plongée. Ensuite, vers l'âge de 24-25 ans, mon but à moi avait toujours été de voyager. Moi, je voulais faire le tour du monde. Je voulais connaître différentes cultures. Je voulais connaître différentes langues, différentes religions, différents systèmes de société. Alors, vers 24-25 ans, quand je suis tombé instructeur de plongée, je me suis dit, OK, je vais partir à l'aventure autour du monde. Et ma mère aussi, qui est une grande voyageuse, je vais vous raconter à partir de 2001. Là, je vous ramène c'est le 11 ou le 9 septembre que les tours ont tombé, je sais pas. Je pense que c'était le 9 septembre. En tout cas, ma mère, à ce moment-là, elle part du lac Saint-François avec son bateau à voile, son bateau de 32 pieds de long avec son copain. Et là, ils vont descendre l'intracostal. L'intracostal, c'est des écluses, donc c'est comme une rivière à l'intérieur des terres, là, canadiens et américains. Et eux vont descendre, vont aller jusqu'en Floride. Rendus en Floride, ils vont aller traverser jusqu'aux Bahamas. Alors, c'est 2 jours avant l'attentat à New York des tours. 2 jours plus tard, ma mère elle part 2 jours avant, 2 jours plus tard, elle m'appelle. Hey, c'est la guerre! Ta, ta, ta. Donc, c'est bizarre parce que, quelle coïncidence, elle est arrivée en même temps aux écluses de New York, en même temps que les tours tombaient. Ils ont été bloqués 3 jours, puis après, ils ont continué à descendre vers le sud. Moi, à ce moment-là, j'étais à Montréal. Je travaillais en plongée sous-marine dans la boutique. Puis je me suis dit, oh non, 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 c'est pas vrai. Là, ma mère, elle s'en va en voyage. Là, c'est pas vrai que moi, je vais rester. Finalement, le 28 janvier 2002, alors je viens d'avoir, j'avais 25 ans, je pense, à ce moment-là, je décide de partir. Et je ne dis pas au centre de plongée que je reviens pas. Parce que je me dis, si je pars et je trouve pas d'emploi, ben je vais revenir et je vais continuer ma petite vie tranquille. Alors je leur dis pas. Ça a été peut-être une erreur ou égoïste de ma part, mais je leur dis pas. Quand j'arrive au Mexique, le premier voyage, quand j'arrive au Mexique, je rencontre quelqu'un la première ou deuxième soirée dans un bar qui me dit « Ah, j'ai un centre de plongée. » Le lundi d'après, je commence à travailler et je me rends compte que, OK, c'est vraiment ça que je veux. J'appelle à mon travail, je dis, OK, je rentre plus. J'ai décidé que j'allais partir et travailler dans le sud. J'appelle un de mes amis, parce que j'avais quand même prévu. Moi, j'ai mon appartement à Montréal. Là. J'ai un appartement, j'ai un 3,5, j'ai tous mes meubles, poêle, frigo, laveuse, sécheuse, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone qui est branché, j'ai l'Internet qui est branché, j'ai même un auto à Montréal. Alors, j'avais un petit peu prévu le coup, parce que j'avais signé une procuration pour que mon ami vende mon auto si je revenais pas. Une procuration pour canceller Internet et mon téléphone. Pour mon appartement, j'avais aussi parlé à la propriétaire, mais j'en ai parlé après. Mon ami a... Mais au début, j'ai sous-loué mon appartement. Puis là, mon ami a vidé l'appartement pour mes meubles. Donc, la fille payait mon appartement, la sous-location. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, je suis parti au Mexique comme ça. J'ai resté là. Le premier voyage, j'ai resté 5 mois au Mexique. J'ai appris un petit peu l'espagnol sans le parler. Ensuite, j'ai fait 5 mois. Je me dis, OK, c'est le fun, mais je suis pas parti pour seulement être au même endroit. Alors, j'ai décidé de revenir au Québec pour trouver un emploi dans le sud et repartir dans le sud par la suite. Quand je suis revenu au Québec, j'ai eu un gros choc parce que là, j'avais plus d'appartement, plus de job, plus de char. Mes meubles étaient dans un garage où il y a de l'humidité. Il y a un des amis à la personne qui m'a déménagé qui il était un drug addict, puis il a pawné la moitié de mon stock. Alors quand je suis revenu, j'ai pas mal tout perdu.
après mon premier voyage. Mais déjà là, en partant, c'est les gens qui disent non, je peux pas faire ça. Ah ben j'ai pas le choix parce que j'ai un appartement, j'ai pas le choix parce que je dois payer mes comptes. Dites-vous que vous avez toujours le choix au départ. OK? Alors ensuite, je continue ma quête pour trouver un emploi dans le sud. Ça me prend un 5-6 mois et là, je commence vraiment à être découragé. Parce que j'essayais de travailler sur les bateaux de croisière, ça n'a jamais fonctionné. J'ai envoyé 42 lettres à 42 compagnies. Personne ne voulait m'engager. Finalement, j'ai trouvé un emploi au Club Med, une chaîne d'hôtels partout à travers la planète, mais j'ai trouvé un emploi à ce moment-là aux Bahamas. Alors, je pars pour le Bahamas 6 mois plus tard. J'ai aimé l'expérience. J'étais gentil organisateur, G-O, qu'on dit, alors c'est des G-O, gentil organisateur. J'ai aimé l'expérience, ça m'a permis d'être plus sociable, parce qu'à ce moment-là, j'ai été agoraphobe pendant plusieurs années. Alors imaginez un agoraphobe qui est dans une foule de gens, entre 100 et 200 personnes, qui doit danser devant les gens. Ça m'a fait travailler beaucoup. J'ai appris, oui, j'ai appris au Club Med. Ensuite, j'ai fait ça pendant 6-7 mois. Avant de partir du Club Med, j'ai refait application pour les bateaux de croisière. Et j'ai été engagé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé mon contrat aux Bahamas. Ensuite, je suis retourné au Québec pendant un mois. J'ai fait des tests médicaux, physiques, tout le tralala pour travailler sur le bateau de croisière. Et là, je repartais pour aller à Miami. Une fois rendu à Miami, embarqué sur les bateaux de croisière, c'était toujours en tant qu'instructeur de plongée. Donc, j'embarque sur le bateau de croisière et là, je découvre un nouveau monde. Parce que dans le fond, un bateau de croisière, c'est une ville en soi. À ce moment-là, c'était le plus gros bateau de croisière au monde. Puis, on avait 5000 personnes sur le bateau. Il y a des villages qui ont moins de gens que ça. C'était beau, c'était luxueux. J'ai réalisé aussi qu'il y a une très grande hiérarchie aussi dans la structure du bateau, dans l'organisation du bateau. Il y a une très grande hiérarchie. J'ai remarqué aussi que il y avait différentes, je ne veux pas dire races ou... Ouais, est-ce qu'on dit des races d'humains? Il y avait c'est drôle parce que chaque pays avait sa spécialité sur le bateau de croisière. Par exemple, les mécaniciens, c'était tous des gens qui venaient de Philippines. Les gens qui étaient dans la buanderie, en général, c'est des gens qui venaient de Chine. Tu sais, chaque endroit avec sa provenance de gens de pays. J'ai de la misère. Alors, c'est drôle parce que, et en même temps, c'était dommage parce que je voyais que les gens qui étaient mécaniciens, qui venaient de la Philippine, étaient payés beaucoup moins cher que nous qui étions instructeurs de plongée. Imaginez-vous, sur le bateau, je faisais 1000$ US par semaine. Et là, ça, c'était en 2004 environ, autour de 2004, 2003, 2004, 2005. Je faisais, c'est ça, donc je faisais 4000$ par mois, américain, j'étais logé, nourri. C'était quand même un bon travail. Par contre, c'est sûr que tu ne peux pas... c'est pas la vie normale non plus, c'est pas la vie que je voulais. Donc j'ai fait ça pendant 1 an sur les bateaux de croisière. J'ai visité, pendant ce temps-là, j'ai visité Cozumel, j'ai fait Saint-Martin, Saint-Thomas, Grand Caïman, Puerto Rico, San Juan, Bahamas, Jamaïque, et j'en oublie sûrement. Donc c'est très intéressant, j'ai voyagé, j'ai pu voir différentes choses. Et aussi sur le bateau de croisière, j'ai appris à parler anglais. Parce que je pensais que je parlais anglais avant, mais j'ai réalisé que non, je ne parlais pas anglais. Alors je continue. Ça fait maintenant 1 an que je suis sur le bateau. Et là, je leur dis, OK, moi, je m'en vais. Vous me laissez aller à Cozumel.
je débarque du bateau de croisière à Cozumel, mon contrat s'arrête là, et moi je vais retourner vivre au Mexique à temps plein. Je vais ouvrir une compagnie, parce qu'il y avait un autre instructeur de plongée sur le bateau de croisière, et on voulait ouvrir une compagnie ensemble. J'avais vraiment l'impression que c'était un bon plan. En fait, c'était des cours. C'était des tours de kayak. Un kayak, c'est l'investissement, c'était une vingtaine de kayaks en plastique. Donc, c'est autour de 20 000 $. C'est à peu près 1 000 $ le kayak. C'était des gros kayaks, 2 places, des kayaks de mer. Et on allait vendre ce service-là au bateau de croisière. On avait calculé qu'on pouvait faire entre 5 et 6 000 $ par jour. Donc, c'était un bon plan. Fait que moi, je débarque, je m'en vais à Cozumel. Et lui, mon partner, supposément, il fallait que j'attende 3 mois avant qu'il arrive. Alors moi, j'ai mes économies. J'avais comme 18 000 $ US. J'ai mes économies, mais je ne peux pas travailler en même temps parce que je me garde pour la construction de la business. Lui, il arrive 3 mois plus tard et là, il me dit, écoute, moi, ça marche pas. J'aime pas ça le Mexique. Je m'en vais. Je fais plus ça. Ah, là, je me retrouve à l'eau, dans le fond. Il me reste sur le 18 000, tu sais, ça va vite quand tu payes tout, là. Tu payes les restos, tu payes ton appart, tu payes... Donc, sur les 18 000, il me reste comme 6-7 000 $ environ. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours suivi mon cœur, mon instinct et mon cœur dans la vie. Alors, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire le plus présentement? C'est des vidéos sous-marins. Alors, je me suis équipé. Ça a coûté environ 6-7 000 m'équiper pour la vidéo sous-marine. Une fois que j'ai eu ça, tout l'équipement, j'ai fait tous les centres de plongée à Playa del Carmen pour offrir mes services de vidéographe. Et finalement, j'ai vu un centre de plongée qui m'ont accepté. J'avais un bon deal avec eux. Je payais mes bouteilles de plongée, c'était comme 2 $, 3 $ la bouteille de plongée. Et là, je leur donnais 20% de mes ventes à moi, de qu'est-ce que je vendais comme vidéo. Alors ça, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Et à ce moment-là, je peux vous dire que j'étais libre. J'étais libre à 100%. Je pense que dans toute ma vie, c'est un des moments où je me suis senti le plus libre. Parce que, OK, je payais mon appartement, mais j'allais pas sur Internet, j'avais pas la télévision, j'avais pas le câble, j'avais pas... on dirait que j'avais aucune responsabilité à part aller plonger, filmer les gens sous l'eau, et quand je voulais, parce que c'était moi mon propre boss aussi, parce que si j'avais 1 ou 2 jours où je voulais pas le faire, mais j'y allais pas le faire, c'est tout. C'est juste que je faisais un peu moins d'argent. Mais j'ai été extrêmement libre pendant tout ce temps-là. Ensuite, Wilma est arrivé, l'ouragan Wilma, en fait. Puis, ça l'a détruit beaucoup, Playa del Carmen. Et il y a eu 2 prisons qui ont été détruites dans la ville de Playa del Carmen. Et je me suis fait voler tout mon équipement. Alors, j'ai perdu pour 6, 7, 8 000 $ d'équipement. Jusqu'à mon ordinateur, mon disque dur, des vidéos que je gardais, ma caméra, mon housing. Ils ont même pris mon sac à dos avec mes running shoes et ils sont partis. Oh, excusez. J'ai les jambes en compote. Alors là, je me retrouve avec rien. J'ai pas d'assurance parce qu'oublie ça, les assurances au Mexique, c'est impossible. J'ai plus de revenus. Je peux plus travailler. Je suis découragé. Là, une journée, je vais prendre une bière dans un bar. Et je rencontre des Québécois. Et là, je commence à jaser avec eux. Je dis, oui, mais vous vivez ici, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben nous, on travaille comme représentant à destination. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on vient du Québec, c'est une compagnie québécoise qui nous engage. Puis, on vient ici et on assiste les clients, on les aide s'ils ont des problèmes et aussi on fait la vente d'excursions. Donc on leur vend qu'est-ce qu'ils peuvent faire au Mexique. Là, c'est intéressant. Il dit notre bureau il est à Cancun, alors si tu veux rencontrer la patronne. Fait que finalement, je monte à Cancun, je vais rencontrer la patronne. Puis là, elle me dit, OK, oui, toi, tu as déjà travaillé sur le bateau de croisière. Ben là, je te donne un emploi, tu vas travailler avec nous, mais tu vas aller en Grèce.
sur le bateau de croisière. Parfait. Et moi, j'avais plus un sou. Alors, c'est cette personne-là, la patronne, qui m'a payé le billet d'avion pour retourner à Montréal. Elle a dit, une fois que tu es à Montréal, on va te faire tous tes visas de travail, tes permis, tout ça, des tests physiques, encore une fois, médical. Puis, tu vas repartir et tu vas aller en Grèce. Alors, je me reviens à Montréal avec mon petit sac, mon sac à dos. Je fais tous les tests, tout ça. Et un mois plus tard, je suis reparti et là, je m'en vais en Grèce. Une fois en Grèce, j'ai travaillé là 7 mois. C'était encore une expérience enrichissante. Mais à ce moment-là, j'étais plus au service à la clientèle. Service à la clientèle, vente d'excursions. C'était un gros travail parce qu'on avait, sur chaque bateau, on avait une centaine de personnes. Entre 100 et 300 personnes, québécois. Donc, toi, tu es responsable de 100 à 300 personnes. Et on faisait des arrêts à chaque port. Alors, sur le bateau de croisière en Grèce, j'ai vu Grèce, Mykonos, Rhodes, Patmos, Crète, Santorini. Et 2-3 îles aussi que j'oublie sûrement. Alors, sur chaque île, il y avait des Québécois qui embarquaient et qui débarquaient. C'était une grosse responsabilité parce que tu peux pas perdre un de tes clients. Là. Tu peux pas dire, OK, monsieur Bilodeau, il n'a pas embarqué sur le bateau. Ça m'est arrivé aussi un couple qui sont arrivés en retard à une île et la deuxième île, ils ne sont jamais arrivés. On a dû les retrouver. La compagnie a payé pour leur transport pour revenir au bateau. J'ai dû faire leur valise. C'était vraiment le bordel. Mais encore une fois, j'ai apprécié l'expérience. C'était merveilleux. Oui, on travaillait en Grèce et en Turquie. Alors, j'ai vu Istanbul et Kuşadası en Turquie. Donc, on voyait différentes cultures. Et c'est intéressant. C'est ça que je voulais faire. Je voulais voyager à travers le monde. Bon, alors là, j'ai fait ça pendant 7 mois en Grèce. Ensuite, toujours pour la même compagnie, je suis revenu au Québec. J'ai eu des vacances. Et du Québec, je suis reparti pour, encore une fois, le Mexique. Donc, j'ai vraiment passé... En fait, j'ai fait 16 ans partout à travers la planète, mais j'ai passé la plus majeure partie de mon temps au Mexique. Environ 8 ans sur 16 ans de voyage. Alors, je retourne au Mexique et j'ai toujours mon idée et ma tête de cochon d'ouvrir un centre de plongée sous-marine. Alors, je retourne au Mexique, je commence à travailler dans un centre de plongée comme instructeur. Et là, je commence à m'équiper. Je m'achète un camion pour la plongée sous-marine. J'avais 4 ou 5 équipements complets de plongée sous-marine au départ. Et puis là, je me dis, je vais partir seul, je vais partir comme travailleur indépendant au Mexique. Là, à ce moment-là, j'ai un très bon avocat et lui a réussi à faire transférer mes papiers comme travailleur autonome au Mexique. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Les lois ont changé, c'est beaucoup plus difficile de changer de pays ou de changer de pays de résidence. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'est correct. Alors, je pars à mon compte, je suis seul, encore une fois. Je suis libre, encore une fois. Et je dois trouver mes propres clients. Ça commence lentement. Et là, j'ai une amie de fille qui est à Montréal et qui me dit, moi, je suis plus capable, je veux changer d'emploi, je veux changer de vie. Et elle m'offre de devenir partner avec moi, associé avec moi. Alors, on s'associe et elle vient vivre au Mexique. Puis là, elle met un montant d'argent. Et là, on commence à grossir la compagnie de plongée sous-marine. On travaille aussi avec des gens qui vont vendre nos services dans les hôtels. Et ça a bien démarré, c'est bien parti. Par contre, en même temps, moi, j'avais une copine mexicaine. Puis, à ce moment-là, l'enfer a commencé. Elle est tombée enceinte. C'était pas prévu parce que ça faisait un mois et demi qu'on était ensemble. Elle est tombée enceinte, puis là, au départ, j'étais comme non, j'aime peut-être mieux pas le garder parce que ça fait un mois et demi, là, on se connaît pas beaucoup. Mais finalement, là, elle voulait le garder. Puis par la suite, j'étais vraiment content d'avoir un enfant, d'avoir mon petit gars. Puis
la chicane a pogné, là, elle voulait plus que je le voie, les avocats, patati tatata, ça a duré 1 an et demi. J'ai dû prendre l'argent de la compagnie de plongée sous-marine pour payer les avocats. J'ai perdu la moitié de la compagnie, pratiquement. Il restait pratiquement plus rien comme part de société. Et quand le jugement de la cour est arrivé, que j'ai gagné, parce que j'avais demandé la garde partagée. Alors, j'ai gagné la garde partagée. Elle a disparu. Elle a kidnappé mon enfant. Elle est partie en Allemagne avec son copain qu'elle a marié et lui a adopté mon enfant. C'est horrible. Aujourd'hui, je peux en parler parce que ça fait 10-12 ans, mais ça a été très, très, très difficile. Alors, par la suite, moi, j'ai fait, OK, le Mexique, ça me tente moins. J'ai vendu le restant de la compagnie que j'avais et je suis parti aux États-Unis pour faire mon cours de capitaine de bateau. Parce que je voulais pas parler de la section aussi navigation et mécanique. Ça s'en vient. Mais bon. Alors moi, je suis allé faire mon cours de capitaine de bateau aux États-Unis pour aller travailler maintenant sur les yachts privés. Vu que j'avais déjà de l'expérience, quand j'étais au Mexique, j'avais un de mes amis que j'avais rencontré au Club Med et lui, il était rendu gérant de la marina à Cancun. Alors il m'a dit « Hey Phil, viens m'aider, j'ai besoin de travail. » Donc, moi, l'été, j'allais travailler avec lui parce qu'on n'avait pas beaucoup de touristes québécois et ma clientèle, c'était surtout des Québécois. Alors, l'été, j'allais travailler avec lui. Il m'a formé comme mécanicien. Je suis mécanicien de bateau. Et je fais aussi l'esthétique du bateau, des compounds, du fibre de verre. Alors, tout ça. Fait que l'été, je travaillais avec lui. Donc, j'étais instructeur de plongée, mécanicien de bateau. Et là, je voulais aller chercher le capitaine de bateau pour avoir toutes ces cordes à mon arc, pour ensuite travailler sur les yachts privés. Et les yachts privés, en tout cas, je sais pas, dans le temps, c'était extrêmement payant. C'était le but. Alors j'arrive, je m'en vais aux États-Unis, je fais mon cours, tout est beau. Finalement, à ce moment-là, je suis rendu à 30 quelques années, 34 peut-être, 34-35 ans. Et là, j'essaie de trouver un emploi, mais je suis rendu trop vieux pour les yachts privés. Il n'y a personne qui veut m'engager. Je dis, hey, l'expérience que j'ai, tu vois-tu? Ah ouais, je te crois, mais on cherche du monde dans la vingtaine. 19, 20, 21 pour travailler sur les yachts privés. Fait que finalement, j'ai jamais eu d'emploi. Je suis revenu au Québec, je me suis dit, OK, bon, après tout ce temps, je suis revenu au Québec, c'est 2013. Fait que là, je suis parti en 2002, je suis revenu en 2013. Là, je me dis, après tout ce temps, j'ai assez voyagé, tu sais, je vais me stabiliser. Alors, j'arrive ici, puis la même amie Isabelle, en fait, qui était partner avec moi dans la boutique de plongée, elle me dit, OK, elle m'a prêté 75 000 pour que j'achète une maison au Québec. Alors, j'ai bien apprécié parce que jamais j'aurais pu acheter quoi que ce soit au Québec parce que ça faisait déjà 10 ans, 12 ans que j'étais plus au Québec. Ça prend un emploi, aucune banque m'aurait financé. Alors, parce qu'elle avait confiance en moi, elle m'a prêté 75 000 $. J'ai trouvé une maison, j'ai acheté la maison, ça c'est en 2013. Et je me suis dit, OK, je vais vivre au Québec. Finalement, j'ai travaillé un petit peu dans le domaine nautique, dans le domaine du bateau au Québec. Puis après 1 an et demi, j'ai fait comme, oh non, C'est le système qui me tuait au Québec. Là, vous allez me dire, OK, mais là, t'es revenu. Attends, laisse-moi finir l'histoire. Mais c'était le système, je veux dire, non, ça me tente pas, là, je veux dire, c'est correct, mais la vie de voyage, c'est la vie de liberté, c'est tellement, ça l'apporte tellement que je me suis dit, il faut que je retourne. Alors, je suis reparti, j'ai loué ma maison, j'ai mis ma maison en location et je suis reparti au mois d'août 2014. Bon, de là, je suis reparti, j'en ai fait pas mal, donc je veux juste me resituer. Je suis allé directement aux Maldives. Aux Maldives, j'ai encore un instructeur de plongée. J'ai bien aimé parce que la flore, tout ce qu'il y a sous l'eau aux Maldives est complètement différent de ce qu'il y a dans les Caraïbes. Alors, j'ai bien aimé ça. Par contre,
Euh, Aux Maldives, on travaillait sur une île privée. Ok, c'est toutes des îles privées. C'est paradisiaque. C'était vraiment le plus beau endroit que j'ai vu. Il n'y a aucun vent. La température est toujours la même. Il pleut pratiquement pas. C'était incroyable. Par contre, j'ai vu réellement comment on était. J'aime pas dire ce mot-là, mais on était pratiquement des esclaves parce que on avait l'île comme ça. Ok, l'île c'était 1 kilomètre, ok, par 500 mètres à peu près. Et on avait un petit endroit en plein milieu de l'île où c'était tous les employés qui étaient là. Et là, on avait le droit de sortir de là seulement entre 9 et 5 pendant qu'on travaille. Alors, quand tu ne travailles pas, tu es obligé d'être sur le site, le petit site d'employés où il y a 300 personnes à l'intérieur de. Je me rappelle pas la grandeur. Donc, j'ai pas aimé ça du tout. Je me sentais vraiment en prison. J'ai vraiment senti comme si on était en prison. Euh, Aussi, ils faisaient des fouilles dans nos chambres pour voir si on volait des choses, pour voir si on avait de la drogue, pour voir si. Alors, ils fouillaient nos chambres sans qu'on leur donne la permission. Ça, j'ai trouvé ça très fort aussi. Il y avait beaucoup de pancartes. Keep calm and follow the rules. Fait que reste tranquille, là, reste calme, puis suis les règles. T'sais, écoute qu'est-ce que nous autres on te dit. En tout cas, j'ai vraiment pas apprécié. Quand je suis parti de l'île, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais euh, pourquoi tu t'en vas, tu sais? Je dis, gars, je retourne dans un endroit où l'être humain a encore des droits. Puis cette personne-là n'a pas compris qu'est-ce que je lui ai dit. Il a fait, hein? Ils ont pas compris. Suivez-moi, restez avec moi dans mes aventures et je vais vous parler de différentes réalités par la suite. Mais je dois vous raconter le récit de mes aventures pour comprendre la suite de l'histoire. Alors, bon, là, je pars de Maldives. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ok, je suis parti des Maldives, je suis retourné au Québec. Puis là, je voulais pas plus vivre au Québec, là, pas plus rester au Québec. Je suis retourné au Mexique. Là, rendu au Mexique, j'ai trouvé un emploi à l'île de Saint-Martin comme instructeur de plongée et capitaine de bateau. Donc, tu faisais les deux travails en même temps. Instructeur de plongée et capitaine de bateau. Et je suis arrivé là, j'ai fait comme Oh my God. Euh, j'ai jamais travaillé aussi physiquement de toute ma vie. On commençait à 6h, 6h30 le matin pour prendre les bouteilles de plongée. Non, on commençait à 6h30, on allait chercher le bateau. Alors j'avais un demi-kilomètre à nager. J'arrivais sur le bateau, je regardais l'huile, j'approchais le bateau vers la plage. Je devais mettre entre 16 et 20 bouteilles sur le bateau. Chaque bouteille, c'est 45 livres. Là, tout le bateau préparé. OK, on attend les clients. Les clients arrivent, on aide à préparer l'équipement des clients. Ils embarquent sur le bateau. Et là, moi, je pars comme capitaine de bateau. Je conduis le bateau. Je m'en vais sur le site de plongée. J'amarre le bateau. Et là, je me transforme en instructeur de plongée. Je descends sous l'eau, je fais les plongées, je remonte. Je fais une deuxième plongée, toujours avec les clients. Je remonte et là, je reprends le bateau et je reviens au centre de plongée. Et ça, c'est le matin. L'après-midi, c'est la même chose. Fait que là, on faisait de 6h le matin à 6h le soir. En même temps, t'es pas supposé faire ça. Tu dois avoir en plongée sous-marine, si tu veux être sécuritaire à 100%, tu as toujours ton capitaine de bateau qui fait la sécurité sur le bateau pendant que les plongeurs plongent. Alors, c'était totalement illégal. J'ai fait ça... illégal, je veux dire. C'était complètement non sécuritaire. J'ai fait ça 3 mois. Et pourtant, c'était le travail le plus difficile que j'ai fait physiquement, je pense. Et pourtant, l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, l'équipe d'instructeurs, c'était la plus unie que j'avais rencontrée aussi, que j'avais travaillé dans ma vie. On était vraiment unis à tous les jours après le travail. On allait prendre une bière, toute la gang. Puis c'est la première fois que on avait une gang aussi unie. Et aussi, en même temps, c'est stupide, mais c'est la fois où je me sentais le plus près de Dieu. OK? Parce que je crois qu'il y a un Dieu, je crois qu'il
quelque chose de supérieur en haut de nous, là. Fait que j'ai bien aimé Saint-Martin, en même temps, c'était difficile. J'ai bien aimé ça. Là, je suis retourné au Mexique. Là, rendu au Mexique, on m'a demandé, on m'a dit, OK, il y a quelqu'un qui cherche un capitaine de bateau pour Haïti. Il y a un bateau en Haïti. Alors, j'ai parlé avec eux, nanana, puis là, ils m'ont dit, non, mais en fait, on voulait voir si tu pouvais partir un centre de plongée en Haïti. On veut voir, là, viens voir, puis tu nous diras si ça peut fonctionner ou non. J'ai dit, OK, mais là, tu me demandes d'aller te voir. Fait que là, ça coûte des frais d'avion, puis tout ça, puis l'hôtel, puis la bouffe, pour te dire à toi si moi, je peux te partir une business. Je vais dire, regarde, OK, je peux le faire, je peux évaluer la situation, mais c'est toi qui vas payer les dépenses. Donc, OK, parfait, je paye les dépenses. Fait que je m'en vais en Haïti. Ça a été un voyage assez spécial. J'arrive là, je vois leur maison. C'est des bonnes personnes. Alors, par contre, tu sais, c'est encore un monde riche-pauvre. J'avais apporté ma caméra pour prendre des photos en Haïti. Puis j'avais déjà travaillé, avec les bateaux de croisière, on travaillait en Haïti aussi. Mais je n'ai pas pu prendre de photos parce que les gens sont tellement pauvres, ils vivent dans des conditions tellement atroces que je me suis dit, je vais pas prendre de photos parce que ça va les insulter, et deux, je peux pas reproduire, tu sais, je peux pas prendre ça, je peux pas le faire. Alors j'ai pas pris de photos. À partir de là, d'Haïti, on a pris son bateau. Le plus gros bateau que j'ai conduit dans ma vie, c'était un 60 pieds de long et un catamaran 60 pieds. C'était un 4 tonnes, quelque chose comme ça. Puis, les quilles sous le bateau étaient de 80 pieds. Alors, en réalité, c'est un catamaran de 80 pieds. J'ai conduit avec un autre capitaine, on était deux. On a fait la traversée de Haïti jusque Cuba. Donc, on a traversé comme ça. Puis en même temps, j'ai vu les sites de plongée, le potentiel qu'il y a en Haïti. Incroyable potentiel qui n'est pas exploité parce que les conditions politiques sont trop difficiles. Alors on a fait ça, puis après finalement, après 2-3 semaines, je pense que j'aurais dit, ça fonctionnera pas, la business ne pourra pas fonctionner de cette façon-là. Puis en même temps, ils voulaient que je travaille pratiquement gratuitement. Alors je faisais comme, bon, ouais, en tout cas, c'était pas un bon deal. Ensuite, rendu là, je retourne au Mexique. Là, ma mère voulait... ma mère a dit, ah, ben là, elle avait vendu une maison, alors elle avait un peu d'argent. Elle dit, OK, je vais acheter une maison au Mexique. Fait que là, pendant 2 ans, on a eu une maison au Mexique. C'était le fun aussi. Par contre, j'étais arrivé à la fin de mes voyages. Tu sais, j'ai beaucoup appris. Ça a été 16 ans de voyage. Ça a été 42 villes à travailler à travers la planète Terre. 42 villes différentes. Mais, rendu là, je sentais vraiment que j'étais au bout de mon apprentissage. Puis, je me suis toujours dit que j'allais revenir vivre au Québec par la suite. Je me suis toujours dit que j'allais mourir au Québec parce que le Québec, c'est mes racines. Puis, je voulais absolument vivre au Québec, mourir au Québec. Alors, qu'est-ce que tous ces voyages m'ont appris? Qu'est-ce que j'ai remarqué avec tous ces voyages? Non, en fait, non. Je vais vous parler du retour au Québec, puis après, qu'est-ce que j'ai appris? Bon, rendu là, on a une maison au Mexique. On est en 2016-2017. Puis, c'est correct, mais je suis arrivé à la fin de mon apprentissage. Là. Ça n'avance plus. Là. Moi, j'ai toujours besoin que j'aille une certaine évolution. Il faut toujours que j'avance un peu ou que j'apprenne quelque chose. Alors, je suis bloqué, puis je commence à être déprimé parce que là, je me dis, j'étais rendu à 38-39 ans. Ma mère, là, elle m'a fait un sermon parce que ça faisait 16 ans que je voyageais, puis qu'elle me disait, ben là, t'accumules rien. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? T'as pas de copine. J'ai été 20 ans célibataire. Je sais pas si vous connaissez des gens qui ont été 20 ans célibataires, mais c'est long, 20 ans célibataire. Puis il y a des gens qui disent, ah, mais là, tu voulais être célibataire. Ben non, je voulais pas être célibataire nécessairement. Là. Mais ça a donné comme ça. J'ai peut-être trop voyagé ou je sais pas quoi.
En tout cas. Alors, ma mère dit, ouais, mais à 60 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que finalement, j'ai fait, OK, bon, je vais retourner au Québec parce que c'était le but de retourner vivre au Québec. Puis, je me suis dit, OK, je vais aller dans un domaine où je vais essayer de me trouver une profession. Je vais retourner à l'école, je vais me trouver une profession bien payée, en tout cas plus que le salaire minimum, pour réussir à... Parce que je veux pas être riche, mais je veux réussir à payer toutes mes choses, vivre confortablement, pas dans le luxe, mais confortablement, et réussir à pouvoir accumuler un peu d'argent pour faire des projets comme l'énergie libre et des choses comme ça. Alors, je me suis inscrit au cours d'électricien. Je suis revenu le 7 mars 2018, je pense. Et là, je commençais au mois d'août 2018 le cours d'électricien. Une fois que je suis revenu, je me suis dit, OK, les voyages, j'en ai fait beaucoup, là, je devrais être rassasié pour un long moment, mais je vais écrire un livre. Je vais écrire tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai appris pour ne pas l'oublier, tout simplement. Parce que quand on est vieux, quand je vais être rendu à 75, 80 ans, je veux me rappeler de ce que j'ai fait dans ma vie. Puis, fait que là, je commence à écrire mon livre. Puis en même temps que j'écris mon livre et que j'écris les péripéties qui me sont arrivées, et qu'est-ce que je vous ai dit, c'est seulement un pourcentage de ce qui est arrivé en 16 ans. En même temps que j'écris ça, je me dis, OK, je vais écrire un système que moi j'imagine dans ma tête. Là. Ça sort tout droit de mon imagination, mais je vais écrire un système où il serait possible que tout le monde vive librement et essayer d'éliminer la pauvreté, d'éliminer la majorité des problèmes sur la planète Terre. OK? Alors, j'ai pris toute l'expérience que ça m'a donné de voyager pour arriver à la même conclusion. OK? Dans tous les endroits que j'ai vus, il y a toujours le même scénario ou toujours le même cercle vicieux qui arrive. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours des gens très pauvres et il y a toujours des gens riches. La classe moyenne est très, très rare sur la planète Terre. Okay? C'est soit pauvre, soit riche. Et là, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça ne peut pas être plus équilibré? Il y a 3 mots, en fait. Okay? Là, je vais vous parler de la pyramide. Hein? Tout le monde a entendu parler d'une pyramide. Tu sais, la pyramide de la société, en fait. Parce qu'on a les plus puissants, les plus riches en haut. Ensuite, les corporations, les industries. Ensuite, les gouvernements. Ensuite, bon, le peuple est toujours au bas de la pyramide. Et on a toujours, en haut de la pyramide, on a toujours argent. Ils sont absolument riches. Riches comme Crésus. Il y a l'argent qui vient avec le pouvoir qui vient avec le contrôle. Donc, dans le monde actuel, ces 3 mots-là sont inséparables. Si tu as de l'argent, tu as du contrôle. Si tu as du contrôle, c'est parce que tu as de l'argent. Ou tu as du pouvoir, c'est parce que quand tu as du pouvoir, tu as du contrôle. T'sais. Donc, ces 3 mots-là sont inséparables. Alors, le but, c'est de faire un système de société qui fait en sorte que le pouvoir il est seulement à l'étage du bas avec le peuple. OK? Et c'est difficile. Je sais, vous allez me dire, aïe, aïe, t'es simpliste, là, c'est tellement simple cette affaire-là, puis tout le monde le sait. Oui, ça a l'air simple. Ça a l'air simpliste, mais jusqu'à présent, j'en ai vu des systèmes de société, mais jusqu'à présent, j'ai pas vu personne qui a été capable de vraiment le reproduire. Parce que on rentre toujours dans les mêmes cercles vicieux. T'sais? OK, on va faire ça, tout le monde va voter pour ces lois. Par contre, on va avoir un conseil administratif qui est là. Ouais. Puis le conseil administratif va décider de qu'est-ce que
eux autres, qu'est-ce que le peuple, on va prendre comme initiative? Il faut pas que personne en haut de l'échelle ait de pouvoir. Point final. Point, c'est tout. Les seuls gens qui ont droit de voter des lois doivent être chaque individu. Ça doit être les gens du peuple qui peuvent voter les lois, accepter ou refuser une loi. Les hauts postes, parce que oui, ça prend des gérants. Tu sais, les ministres ou peu importe, oui, ça prend des gérants, ça prend des gens qui vont faire respecter qu'est-ce que la population a décidé. Parce que vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais je vais être plate, mais c'est pas vrai qu'on est libre au Québec, c'est pas vrai qu'on est libre au Canada. J'ai vécu aux États-Unis aussi, et j'étais plus libre aux États-Unis encore qu'au Canada. C'est dommage, mais c'est ça. Donc, de ne jamais retomber dans le même cercle vicieux. J'ai vu aussi que ça peut pas être le fait que le même problème se reproduise partout sur la planète Terre. Ça peut pas être un seul groupe de gens qui fait ça. Tu comprends? Ça peut pas être juste un petit groupe de gens qui fait en sorte que ce schéma, ce cercle vicieux se reproduise. Ce n'est pas vrai. Je suis venu à la conclusion que... Excusez ma sauge, je fais brûler ma sauge et elle brûle de plein feu. En fait, je suis venu à la conclusion que c'est dommage, et je sais que c'est pas tout le monde qui veut l'entendre, mais c'est une faiblesse de l'humain. OK? Eh boy! Qu'est-ce que j'ai fait là? OK. Ouh. C'est une faiblesse de l'humain. Chaque individu a sa tolérance au pouvoir. Non, de quoi qu'il parle? Un individu qui commence en bas de l'échelle, qui est, on va dire, parce qu'on est du monde du petit peuple, t'sais, qui commence avec le petit peuple et qui monte tranquillement la hiérarchie du pouvoir et de l'argent et du contrôle. Un jour ou l'autre, la personne qui est là et qui va monter argent, pouvoir, contrôle, argent, tu sais, qu'il y en a de plus en plus, un jour ou l'autre, il va atteindre un niveau où ça va être plus fort que lui, il va tomber, là je vais vous dire, du côté de la force négative, mais un jour ou l'autre, il va tomber du côté du contrôle et de l'exploitation des autres. Alors, comment faire en sorte que ça se produise, ça ne se reproduise plus jamais? En fait, il faut, comme je dis encore une fois, que le pouvoir soit seulement et uniquement au peuple et que les gens qui sont plus hauts dans la hiérarchie n'aient aucun pouvoir. Eux vont seulement exécuter ce que le peuple veut. C'est difficile de l'expliquer. J'ai de la difficulté à l'expliquer. De faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce que je dis, c'est plus difficile à faire. Donc c'est ça. Ça, c'est un point que je remarque chez beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens essayent de reproduire une société. C'est parfait. Hein? Le but est de créer un système parallèle au système actuel, là, de créer un système parallèle 100 fois meilleur, où le pouvoir appartient seulement uniquement au peuple, que l'argent soit distribué de façon équitable, et que quand l'ancien système, que moi je vis encore dans l'ancien système, on n'a pas le choix, on est là. Une fois que ce système-là, à mon avis, se dégrade, parce que il me semble, ça c'est mon opinion, là. J'ai l'opinion, je vois que le système actuel se dégrade de jour en jour, d'heure en heure, de seconde en seconde. Alors quand ce système-là va être complètement dégradé, ben, nous, on aura un système parallèle à offrir à tous les gens. Et ce système va être plus juste, plus équilibré,
dont le pouvoir va appartenir seulement au peuple. Ça, c'est le but ultime, vous savez. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'oxydrogène, par l'énergie libre, en vous disant « Hey, ça se peut, c'est vrai, là, c'est réel. » Et c'est nous qu'il faut le faire. Vous savez, bon, je suis parti, alors là, je vais parler, je me laisse aller. Vous savez, tout le monde, c'est ça, tout le monde essaie de faire son propre groupe, sa propre petite société, en fait. Merde, j'ai perdu qu'est-ce que je voulais dire. C'était très important. Oui. Maintenant, ça va être des points importants que je remarque encore. Que je vois que les gens retombent dans la même chose. T'sais. Faites attention aux mots que vous utilisez. Parce que moi, j'ai parlé avec une dame hier ou avant-hier, puis j'ai dit, écoute, moi, je suis pour que chaque individu ait le même pouvoir, point final. Peu importe, que tu sois un médecin, que tu sois un dirigeant d'entreprise, que tu sois, peu importe ton métier, que tu aies le même pouvoir sur les décisions du peuple. Alors moi, mon mot, c'est le mot que j'ai utilisé, c'est démocratie directe. Alors là, la personne, j'ai vu là, son visage changer. Là, dans un seul instant, là, j'étais devenu quelqu'un que non. Puis là, elle m'a expliqué que pour elle, c'était le pouvoir parallèle ou Et là, j'ai dit, écoute, on parle de la même chose. Tu veux redonner le pouvoir au peuple. Tu veux que ce soit le peuple qui décide pour ses lois, oui. Tu veux le peuple qui décide pour ci, ça, oui. Moi, c'est la même chose. T'sais? Donc, je trouve ça dommage des fois que les gens les étiquettent. Donc, parce que j'ai dit 2 mots, là, on m'a mis une étiquette. Et là, cette étiquette-là fait en sorte que les autres sont bloqués. Soyez ouverts d'esprit, écoutez chaque personne et ne vous attardez pas. Oui, les mots sont importants, mais ne vous attardez pas seulement à dire, OK, démocratie directe, non, là, OK, non, c'est ça. Pouvoir, non, toi, t'es pour le pouvoir en parallèle, non, moi. Écoutez, essayez de comprendre les gens avant de les juger. Donc ça, c'est une chose que je trouve dommage que je vois et qui se répète souvent. Une autre chose, c'est ça, que les gens qui essaient de construire un nouveau système, ils vont toujours aussi se donner un pouvoir dans un sens. Tu comprends? En disant, OK, moi, ça, c'est mon organisation, fait que c'est moi le gérant, fait que c'est moi qui ai le pouvoir de gérer. Tu reproduis le même servicieux, là. Tu peux dire, OK, regarde bien, je vais le dire différemment. Et je pense que je vais le dire d'une façon qui va être que tu n'as pas de pouvoir. OK, c'est mon organisation, c'est moi qui l'ai construit. Maintenant, je veux faire adopter ça. Je vais demander à tous les gens de l'organisation si eux votent oui, pour ou contre. Au lieu de dire, c'est mon organisation, c'est ça, alors moi, je vais faire ça. Tu peux pas faire ça parce que tu retombes dans le même servicieux, encore une fois. Une autre chose, la réalité. Les gens disent, la réalité, il y en a juste une, si ça. Je dis, dans mon livre que j'ai écrit, que j'ai intitulé Le Nouveau Monde et que j'ai terminé 2 ou 3 mois avant la pandémie, dans ce livre-là, j'écris « Dans quelle réalité veux-tu vivre? » Mais oui, pourquoi? Écoute, jusqu'à la fin, tu vas comprendre. On peut choisir la vie qu'on veut. Quand j'avais 19 ans, je disais « La vie n'est pas ce que les autres disent qu'elle est. La vie est ce que toi, tu veux qu'elle soit. » OK? La réalité, dans quelle réalité voulez-vous vivre? Quand je vivais en Haïti, la réalité de tous les jours d'un Haïtien, c'est pas la même réalité qu'un Québécois. OK? Quand je vivais aux Maldives, la réalité d'une personne de Maldives, c'est pas la même réalité qu'un Québécois. Donc, pensez à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Puis, c'est ça, pensez à qu'est-ce que vous voulez réellement. Un autre point,
la majorité, 99,99999% des gens sont programmés. On est programmé à penser d'une certaine façon dès le plus jeune âge. On est programmé à agir d'une certaine façon. Alors souvent, quand on essaye de reproduire un système, un meilleur système, ben on va tomber dans le même cercle vicieux parce qu'on a été programmé pour penser de cette façon-là. Alors, il faut se déprogrammer. OK? Je vais vous donner un exemple, encore une fois, quand j'étais aux Maldives. Et là, je parle pas contre... J'aime toute religion, j'aime toute ethnie, j'aime... Tu comprends? Je veux pas parler contre une religion en particulier, mais je ne fais que dire des faits. OK? Quand j'étais aux Maldives, c'est un pays musulman, islamique, en fait. On dit islamique, je pense. Et c'est correct, je m'en fous, les gens prennent la religion qu'ils veulent, mais dès le plus jeune âge, on dit à ces gens que l'alcool, c'est super négatif, faut jamais boire d'alcool. Puis moi, j'avais un ami là-bas qui vient de là, qui est islamique, puis lui, il pense ça exactement. Tu sais, l'alcool, si tu bois une bière, tu vas devenir un voleur et un violeur. Mais ça, on le dit dès le plus jeune âge. Alors, je vais être plate, mais encore une fois, c'est une certaine programmation. Tu sais, on te programme à dire que, parce que la bière, j'en bois peut-être à tous les 2-3 jours, puis je suis pas voleur ou violeur. Donc, il faut juste prendre conscience qu'on est souvent programmé. OK? La télévision, l'éducation, tout fait en sorte qu'on pense d'une certaine façon. OK? Le nouveau monde que j'ai imaginé. Alors, je vous ai dit déjà une première chose. Il faut faire en sorte que le pouvoir soit seulement uniquement au peuple. OK? That's it, that's all. Ça, c'est une des choses que je voulais dire sur ma vision du nouveau monde. L'argent, je sais et j'ai vu et j'ai entendu aussi plusieurs groupes de personnes qui vont dire, OK, on élimine l'argent, on n'en veut plus d'argent. Ou on va faire de l'argent crypto-monnaie. Ou on va calculer le nombre d'heures qu'on travaille, puis on va faire un échange de services. Pour moi, et là, encore une fois, c'est juste mon opinion. Pour moi, j'aime quand même un système capitaliste, 1. 2, moi, j'éliminerai pas l'argent. Je ne ferai pas que l'argent disparaît. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est... Qu'est-ce que je pense? C'est un outil. C'est un outil d'échange, l'argent. Et pourquoi se priver d'un outil si on l'a? Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est qu'est-ce que l'humain a fait avec l'argent? Comment il a contrôlé l'argent? C'est pas l'argent le problème. Et je vous dis capitaliste, pourquoi? Parce que je pense que chaque être humain a le droit d'évoluer physiquement, mentalement, spirituellement et matériellement. Okay? Donc, je pense qu'on a le droit de plus on vieillit, plus on peut vivre aisément. Je trouve ça correct. Je sais pas si j'ai tort. Je sais pas si j'ai tort, mais je trouve ça bien de pouvoir évoluer dans toutes les sphères qu'on a présentement. Alors l'argent, j'éliminerai pas l'argent, mais je ferai plutôt un système d'âge, parce que plus tu vieillis, plus tu as de l'expérience, et normalement, plus tu devrais devenir sage et humble et responsable. Donc, plus tu vieillis, plus tu aurais un salaire. Je mettrais un salaire maximum pour plus jamais qu'il y ait des gens qui gagnent 2, 3, 4, 5 millions. Les entreprises seraient des coops. Pourquoi des coops? Ou coop, ou... Les mots, là, il y a certains mots qui me font halluciner. Mais pas coop, administratif, ou... Regarde, une entreprise, dans le fond, le système, c'est que chaque individu voterait pour
des grosses décisions dans l'entreprise, ça serait tout le monde ensemble qui travaille dans cette entreprise, qui voterait pour où l'entreprise se dirige, dans quelle direction l'entreprise se dirige. Pour les entreprises, pour le gouvernement, comme je vous dis, les ministres, les présidents, les ci, ça, ils n'auraient aucun pouvoir. Ils ne feraient que exécuter qu'est-ce que le peuple veut. Vous allez me dire, oui, ça marche déjà de même. Non, ça marche pas de même. C'est pas vrai, ça marche pas de même. Ça, c'est pour le gouvernement. J'arrivais. Ensuite, on me dit aussi, tu sais, l'obsolescence programmée. Je ne sais pas si vous connaissez l'obsolescence programmée, mais l'obsolescence programmée, ça a été inventé dans les années 1900. Attention, je ne veux pas que ma caméra arrête. Je pense que c'est 1953 ou quelque chose comme ça. Savez-vous c'est quoi l'obsolescence programmée? L'obsolescence programmée, ça a été... en fait, c'est toi en tant que consommateur, tu achètes un objet. Et là, la compagnie qui produit l'objet qui t'a vendu il fait en sorte que ton objet que tu achètes a une durée de vie. Donc, la durée de vie normale de ton objet a été écourtée pour que ton objet casse et que tu en achètes un deuxième plus tard. Et ça a été fait, c'est fait partout à travers la planète. Il y a peut-être une quinzaine d'années, il y a eu des lois qui disaient qu'il ne fallait pas faire ça. Mais ça a été fait et ça a été accepté par les gouvernements, par les grandes entreprises. Alors quand on me dit « fais confiance à tes dirigeants », je veux dire, les dirigeants ont fait en sorte que les objets que j'achète cassent délibérément, qu'il y a une durée de vie. Une ampoule pourrait durer 200, 300 ans. Ça dure 10 000 heures. Ça dure 1 année, 2 ans, 5 ans. Les bas de nylon pour les femmes. Les premiers bas de nylon, là, ils étaient indestructibles. Ils ont engagé des ingénieurs pour faire en sorte que, ça va... Maintenant, ils durent 1 mois, je sais pas, 1 mois, 1 semaine, je sais pas, j'en mets pas de bas de nylon. Mais tu sais, ça a été fait pour qu'ils se cassent plus rapidement. Tu sais, il y en a des solutions, il y en a plein de solutions. Ils sont pas faites, les solutions. Alors, c'est normal que j'ai quand même perdu confiance au gouvernement, aux dirigeants. Oui, j'ai perdu confiance. Je suis désolé. Donc, qu'est-ce que je fais présentement? Qu'est-ce que j'essaie de construire? OK, un autre point que je veux vous dire aussi. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, sinon des millions de gens qui vont regarder surtout qu'est-ce qui cloche du monde présent, de l'ancien. Moi, j'appelle ça l'ancien monde. Ils vont juste focusser sur le négatif de l'ancien monde. Ou sur mais ça s'en vient là. Ils vont faire ça, ils vont ça. Il faut arrêter de focusser sur le négatif. Moi, depuis 2 ans, parce que j'ai fait ça aussi, là, je me suis fait prendre, moi aussi, là. Je me suis fait prendre à toujours regarder le négatif, et ça m'apportait du négatif aussi. Maintenant, j'essaie toujours de regarder le positif, et j'essaie toujours de voir comment on peut améliorer le monde, en essayant de construire justement ce monde parallèle, qui va être un exemple pour les gens qui vivent entre deux mondes ou qui vivent dans l'ancien monde et qui ça leur convient pas ce monde-là. Alors j'essaie de construire ce monde-là. Alors j'essaie de focusser là-dessus. Quand j'ai des gens qui m'envoient des vidéos ou des choses négatives sur je veux rien dire là, de précis. Regarde, il est arrivé ça, regarde, il est arrivé ça, regarde, ils vont faire. Quand je vois juste quand c'est négatif, là, je le regarde pas. Et j'essaie de ne jamais... Je regarde des fois les nouvelles, oui, je suis coupable, je regarde les nouvelles, mais j'essaie de rien regarder pour rester focusé le plus possible sur mon objectif. Alors, je vous dis, essayez d'être positif, essayez de voir comment construire.
Puis, il y a plusieurs personnes qui vous disent ça vient toujours de l'intérieur. C'est vrai, c'est effectivement vrai. Essayez de toujours avoir de l'amour à l'intérieur de vous. C'est niaiseux, ça paraît quétaine, mais plus vous avez de l'amour à l'intérieur, plus vous émanez. Hein? J'ai fait plusieurs vidéos sur les fréquences, sur l'énergie. Vous émanez, vous êtes un aimant. Vous recevez et vous projetez de l'énergie. Okay? Vous recevez et vous projetez de l'énergie. Je le répète. Et cette énergie que vous projetez, quand vous êtes dans une ambiance d'amour, eh bien, vous projetez de l'amour, vous projetez des vibrations positives. Et quand vous regardez des choses négatives, des vidéos négatives, des commentaires négatifs, eh bien, ça vous apporte du négatif et vous vibrez du négatif. La pensée crée. Si vous pensez que vous allez pouvoir réussir, mais vous allez réussir. Ne laissez jamais le doute à l'intérieur de vous. Suivez toujours votre instinct, suivez le cœur. C'est tous des choses à faire pour vous aider à vivre déjà vous mieux. Vous-même, vous allez vivre mieux en faisant ça. Ayez l'équilibre, c'est difficile, ça en a fait du stock, hein? Ça fait beaucoup de stock. Ayez l'équilibre entre, OK, on est quand même dans ce monde-là, il faut travailler, et l'équilibre, et OK, je veux construire quelque chose de mieux. Essayez d'avoir l'équilibre entre les deux. Parce que vous êtes dans le milieu et vous devez aussi prendre soin de vous. Essayez, donnez-vous du temps pour décrocher. Au Mexique ou partout où j'étais dans le sud, il n'y a pas de stress. Le stress n'existe pas. Les gens prennent du temps pour eux. Et vous savez, l'argent, ça ne veut pas dire que parce que tu as plus d'argent, tu es plus heureux, là. Moi, les Mexicains, c'est quand même un peuple avec moins d'argent. Ils sont heureux, ils sont relax, ils sont heureux, ils sont pas stressés. Ils n'ont pas un horaire à 10 minutes près de 5, 6, ça. Tout est dans les grands pays industrialisés, les choses sont 100 fois plus accélérées. Tu sais, des fois on dit c'est un pays du tiers-monde, mais le pays du tiers-monde, il est quand même ils sont quand même plus libres que nous autres, les supposément first world country. Alors c'est tout ça que je voulais vous dire. Ça fait 1h07, je pense que j'en ai dit beaucoup. Et j'espère, je veux pas frustrer personne non plus avec la vidéo que je fais présentement. Là. Mon but, c'est pas d'offusquer personne. Mon but, la seule chose que je fais, c'est que je vous transmets mes pensées, je vous transmets mon expérience de vie et qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vécu. Donc, je m'excuse si j'ai offensé des gens. Et essayez d'être ouvert d'esprit. Essayez de voir toutes les possibilités. Essayez de penser think outside the box. Non? Essayez de penser à des choses qui n'ont peut-être pas été pensées. Mais en gros, c'est ça. Là. Donc moi, je suis avec... j'ai un groupe, ça s'appelle Autonomos. Et c'est tous des gens qui travaillent pour devenir autonomes. Imaginez que... Moi, je parlais d'énergie. Imaginez que vous êtes libre énergétiquement. Que ton auto, tu mets 1 litre d'eau distillée dans ton auto, puis tu en as pour un mois. Que ton électricité chez vous, tu en as 24 sur 24, 7 sur 7, tu n'as pas besoin de payer. Que ta nourriture est produite chez toi. Tu as une petite fermette avec des poules, des cochons. Là, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est pas les villes qui peuvent faire ça. Ça se fait en ville, oui, ça se fait en ville, dans un projet collectif, sur les toits, les green roof. Donc, imagine que t'as pas besoin, ça te coûte rien pour manger, ça te coûte rien d'énergie. La seule chose que tu as besoin, c'est payer peut-être, tu sais, si on veut mixer les deux mondes, là, tu comprends? Ça te coûte rien pour manger, ça te coûte rien d'énergie, et tu vas travailler pour payer tes taxes, pour payer tes dépenses, ton linge, le reste des choses, tu comprends? Donc le but est de devenir le plus autonome possible pour être le moins dépendant possible de tout ce qui t'entoure. Parce que qu'est-ce qui t'entoure ne doit jamais t'affecter pour que tu puisses rester focusé sur ta vie et t'améliorer.
Toujours. Je sais que il y a beaucoup de sujets là-dedans, là, c'est très c'est pas lourd, mais il y a beaucoup de sujets différents, beaucoup de choses à penser, à réfléchir, beaucoup de choses à réfléchir. Dans ma vie, qu'est-ce que je pense moi? Et j'avais comme un sixième sens en disant, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse, ou je pense que l'objectif ultime de chaque être humain sur la Terre, c'est ça. Eh bien, je pense que l'objectif ultime de chaque être humain est d'élever sa conscience jusqu'à temps qu'on puisse atteindre la supraconscience ou la conscience christique. La supraconscience, c'est Bernard de Montréal, que j'adore. Bernard de Montréal, je te salue. Merci pour ce que tu as fait. Et lui disait la supraconscience. Il parlait de la supraconscience. Et Jim L'éveilleur, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, qui continue à faire des vidéos. Jim L'éveilleur qui a dit la conscience christique. C'est d'augmenter sa conscience. Et ça, c'est un projet de toute une vie. D'arriver à la supraconscience ou la conscience christique, je suis pas là. J'en suis pas là. Je sais pas si je vais être capable, si je vais y arriver dans ma vie, mais je pense que c'est l'objectif de chaque être humain. En premier, en tant qu'individu seul, en tant qu'individu souverain. Par la suite, ben, c'est d'aider les gens pour que la société, en tant que société souveraine, on puisse vivre la meilleure vie qu'on peut vivre. Mais je pense qu'on est loin de vivre la meilleure vie qu'on peut vivre présentement. Alors, si vous voulez embarquer, ben, puis là, vous me dites, il y a beaucoup de gens aussi qui disent tout le temps, ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le monde actuel? Commence par toi. Ça vient toujours à partir de l'intérieur de toi. Suis ton instinct, suis tes feelings. C'est pas tout le monde qui a les mêmes dons. Chacun a un don. Suis le don qui t'a été donné. Tu sais, t'es bon en agriculture, bien fonce dans cette direction. T'es bon en électromécanique, fonce dans cette direction. T'es bon en mécanique, vas-y. T'es bon en politique, vas-y. T'es bon en écriture, vas-y. T'es comme moi, mon livre, je suis pas bon en français. Il y a sûrement plusieurs fautes d'erreur. Des fautes d'erreur, hein, comme tu dis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je veux parler? Je voulais le faire en plusieurs vidéos différentes, mais je lance d'un coup quand j'ai les idées qui viennent en même temps. J'ai parlé beaucoup de qu'est-ce que je voulais parler. Peut-être qu'il me manque 2-3 détails à parler. Mais je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Pour ce vidéo-là. Le prochain, ça va être... je vais revenir un petit peu à l'énergie libre. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Lâchez pas, soyez positif. Restez positif. Toujours. Puis, j'ai été longtemps à étudier les prophéties. À lire sur Nostradamus et tout ça. Puis, encore une fois, c'est ma croyance. C'est qu'est-ce que je pense. Il y a un bout de rough à passer, oui, en tant que société, en tant qu'humanité. Mais les prophéties disent que on va s'en sortir, que l'histoire se termine bien. Et j'y crois. Je crois que on va réussir à vivre dans un monde meilleur. Que nous-mêmes, que le peuple, que l'humanité va créer eux-mêmes un monde meilleur. C'est à vous de le faire. Chacun de vous, de le faire du mieux que vous pouvez. Puis, c'est sûr qu'on va y arriver. C'est sûr. En plus, comme dit Jim L'éveilleur, la Terre est sur le rayon 2. Et le rayon 2, c'est le rayon de l'amour. Alors, c'est pratiquement impossible qu'on échoue. C'est pratiquement impossible qu'on vive en esclavage pour le reste des décennies, des milliers d'années à venir. Il reste, je pense qu'on va peut-être passer encore dans 1 an, 2 ans de difficultés. Puis par la suite, je suis sûr à 100% que tout va s'améliorer. Mais c'est à chacun de nous de le faire. C'est à chacun de nous d'aller puiser à l'intérieur de nous
d'aller retrouver cette flamme divine, parce qu'on a tous une partie divine à l'intérieur de nous. C'est à vous de faire ça. Je vous aime, lâchez pas, je reviens dans quelques minutes pour faire des vidéos sur l'oxyhydrogène. À bientôt.